Bien, bonjour à toutes et tous. Nous vous proposons de commencer donc pour ce symposium scientifique organisé par Stago, que nous remercions pour la grande liberté qu'ils nous ont laissée dans la constitution de cette session. Donc je me présente, je m'appelle Sophie Suzanne, je travaille en hématologie au CHU de Lille et je suis responsable de la filière de santé maladies hémorragiques constitutionnelles en France. J'ai longtemps animé un certain nombre de duos avec Anne sur ce sujet-là. Ça faisait quelques années qu'on n'avait pas actualisé nos propos, donc ça a été l'occasion de le faire. Donc on est ravis. Merci beaucoup à Stago. Donc moi je suis Anne Gaudier, je suis anesthésiste réanimatrice à l'hôpital européen Georges Pompidou à Paris. Et en effet, on avait pris notre retraite pour les duos. Donc on remercie beaucoup le laboratoire Stago de nous permettre d'avoir un contrat emploi-retraite. Donc on va discuter de l'intérêt de la sonoréométrie et en pratique surtout de la place du Cantra en chirurgie cardiaque. Si on repart du départ, finalement le Cantra c'est un des derniers nés des tests de viscoélastométrie. Le tout premier, c'était 1948. Ça fait déjà 50 ans qu'on parle de viscoélastométrie, de thromboélastographie. On a bien connu les premiers appareils qui ont largement évolué avec le Rotem et le TEG qui font partie du paysage depuis de nombreuses années dans une version plus automatisée. Le Sonoclot qui est plus commercialisé aux États-Unis, et puis le Claude Pro qui a fait son arrivée sur le marché français. Et le Cantra s'inscrit là aussi dans la même ligne. Ils ont des points communs. D'abord, c'est des appareils de biologie délocalisés, en tout cas délocalisables. Ils ont pour objectif d'utiliser un échantillon de sang total du patient pour pouvoir avoir une vision globale de l'hémostase. C'est toujours comme ça que c'est vendu, mais en réalité avec des détails sur la dynamique de formation du caillot et sur les caractéristiques de cette dynamique depuis l'initiation de la formation du caillot jusqu'à sa lyse, en passant par la génération du clou fibrinoplaquettaire et une évaluation de sa stabilité. L'idée, c'est qu'à partir de ces caractéristiques du caillot, on puisse déterminer la contribution relative des différents éléments, c'est-à-dire les facteurs de coagulation et le fibrinogène d'un côté, les plaquettes, la fibrinolyse, et puis les anticoagulants, ce qui inclut l'héparine et les antiplaquettaires. L'objectif à chaque fois, c'est à la fois un objectif diagnostique et puis un objectif thérapeutique de guider la prise en charge de la coagulopathie, guider l'administration des facteurs de coagulation et du fibrinogène, guider la transfusion de plaquettes, les agents antifibrinolytiques et la réversion spécifique des anticoagulants et des antiplaquettaires, là encore héparine comprise. Parce qu'effectivement, dans la chirurgie cardiaque, le saignement, vous le savez évidemment mieux que moi qui suis biologiste, c'est un facteur de mauvais pronostic qui va entraîner des transfusions, des tamponnades, des reprises, des réexplorations, de la mortalité du coup et des difficultés que l'on essaye d'organiser au niveau institutionnel. Mais clairement, quand on a dit ça au niveau biologique, la question qui va se poser pour vous, elle est vraiment, est-ce qu'il va falloir reprendre le patient ou pas ? Ouais, c'est la question de sortie de CEC, puis la question des premières heures en réanimation. Est-ce que quand ça saigne, c'est un saignement chirurgical qui nécessite une reprise ? Il va de soi que la reprise, même les reprises blanches, augmentent la morbimortalité du patient, ou est-ce qu'à l'inverse, c'est une coagulopathie dont le traitement doit être médical ? Bref, la discussion classique avec les chirurgiens, on y va pas. Et alors, pour avancer sur la coagulopathie, il y a le mécanisme. Donc là, le biologiste rentre dans la course. Alors, c'est vrai que c'est un mécanisme qui est complexe. Il y a un traumatisme lié à de la dissection tissulaire, il y a la durée de la CEC, il y a de l'héparine, de l'acidose, de l'hypothermie, de l'inflammation dont on ne cesse de découvrir les liens qu'elle a avec l'hémostase, et puis parfois des altérations constitutionnelles ou acquises de l'hémostase. Tout ça, ça entraîne une dilution ou une déplétion, on ne va pas discuter du mécanisme de facteur de coagulation, une altération du fibrinogène, des dysfonctions plaquettaires qui sont dans ce cadre-là très complexes à décrire, une hyperfibrinolyse et puis parfois un excès de protamine ou d'héparine mal réversée. Donc tout ça concourt au saignement. Et c'est là qu'en général, j'appelle Sophie Suzanne en lui disant franchement, ces discussions interminables avec les chirurgiens pour savoir s'il faut y retourner ou s'il faut transfuser, quand même, le laboratoire, vous pourriez nous aider un peu plus vite parce que finalement, il y a une des grandes problématiques dans cette affaire qui est la vitesse du diagnostic de la coagulopathie. Et puis, il y a la question de sa spécificité, à la fois pour le diagnostic et puis pour guider les traitements. Et donc, régulièrement, Sophie Suzanne me dit non, mais nous, notre laboratoire, il est hyper performant. Je veux bien, mais enfin tout de même, quand je demande une numération plaquettaire, un TP, un TCK, un fibrinogène, une activité anti-DISA, dans mon centre à moi, ça met en général plus d'1 heure.
j'ai des résultats qui ont des délais trop longs et avec un manque de spécificité parce que je ne sais jamais très bien quoi faire de la baisse du TP typiquement. Alors c'est vrai et c'est pas vrai, ce que tu viens de dire. D'abord, c'est vrai qu'on s'est organisé au regard de ce qui avait été publié il y a déjà maintenant quasiment 15 ans par ce groupe qui avait pu montrer qu'en s'organisant, en identifiant une procédure rapide, une centrifugation rapide et un acheminement prédéfini pour ces situations d'urgence, on arrivait à gagner du temps. Donc on passait, vous voyez, de 35 minutes à 15 minutes. Alors c'est vrai et c'est pas vrai, c'est-à-dire que ça nécessite un effort de tous les instants de respecter ces procédures. On en a fait les frais à Lille avec un protocole qui s'appelait TROC, qui était dans le trauma, où on transfusait du plasma lyophilisé sur la base d'une concentration de fibrinogène. Et avec Delphine Garrigue, on échangeait beaucoup, mais quand on n'échangeait pas, ça marchait beaucoup moins bien. Donc ça nécessite effectivement vraiment un effort important pour obtenir ces délais. Et puis ça dépend aussi, effectivement, c'est les Nantais l'ont montré, on peut passer de 15 minutes à 2 minutes, ça fait gagner 13 minutes, mais s'il faut une demi-heure avant et 20 minutes après, le pourcentage de temps gagné n'est pas si intéressant que ça. Donc on peut essayer de s'améliorer, mais ça n'est probablement pas la seule solution. Et en général, c'est le moment où Élodie Boissier, qui est le premier auteur de ce papier, dit de toute façon, si votre laboratoire, elle travaille dans un laboratoire, si votre laboratoire ne peut pas rendre le résultat en moins de 30 minutes, c'est que c'est pas la peine. Donc, on a discuté de la place des tests de viscoélastométrie. C'est une très très vieille discussion parce que ça, c'est une photo, en tout cas la partie basse, de quand j'étais en mobilité en Angleterre et c'était mon laboratoire. Donc vous imaginez tous ces tags, la pipette, pour ceux qui ont déjà fait du tag à cette époque, il y a un certain nombre d'étapes et personne ne vous rappelle dans quel ordre il faut le faire, contrairement à d'autres appareils. Donc il faut vous souvenir qu'il y a une première étape, puis une deuxième, puis une troisième, puis une quatrième. Et en général, c'était au moment où j'étais en train de pipeter sur mes appareils que Sophie Suzanne m'appelait pour me raconter un truc. Je restais la pipette en l'air, impossible de me souvenir si on était à la deuxième ou la troisième étape. Tout ça pour dire que la viscoélastométrie, c'est bien, mais ça nécessite d'être automatisé parce que quand c'est pas Sophie Suzanne qui vous appelle, mais le patient qui saigne, le chirurgien qui discute avec vous, bah là encore, vous pouvez pas être avec la pipette à la main. C'est aussi probablement pour ça que depuis 1948, on continue de discuter de la viscoélastométrie. Et puis clairement, les derniers appareils se sont totalement automatisés, ce qui permet de remettre au goût du jour les discussions. Alors totalement automatisé, c'est vrai pour l'Eurothème et le Cantra, puisque actuellement il faut clipper un tube sur une cartouche. Pour le TEG, il reste encore une petite étape avec une pipette. Et le Claude Pro, il y a encore pas mal de pipetage. Donc c'est très automatisé pour au moins 2 d'entre eux, ce qui leur fait sur ce point un énorme avantage. Et ce qui nous permet aujourd'hui de discuter de remettre les appareils effectivement dans les blocs opératoires et de revenir non pas de la biologie délocalisable, mais de la biologie délocalisée. Et ça, c'est quelque chose qui est quand même soutenu par la plupart des biologistes en hémostase, parce que c'est une solution quand elle est conçue en commun dès le départ, sur les indications du test, la localisation, qui va venir faire les contrôles et surveiller l'appareil, c'est comme ça que ça marche bien. Et donc, effectivement, le fait que ce soit aujourd'hui très automatisé supporte l'idée qu'on peut s'associer pour avoir cette vraie biologie délocalisée qui reste sous la responsabilité du biologiste. Dans le titre, il fallait discuter de comment ça marche. Alors, j'étais un peu embêtée, j'ai dû démonter l'appareil. Ne regardez pas. Je l'ai démonté par l'arrière, puis je l'ai démonté par devant pour voir un peu comment ça marche, vu que c'est tout automatisé. Ce qui m'a permis de réaliser qu'on est très très loin finalement du TEG et du ROTEM, où pendant des années on a dit il y a une cupule, on met du sang, il y a un axe, l'un tourne sur l'autre ou l'autre sur l'un selon la marque que vous avez utilisée. Et ce sont ces interactions qui se transforment en diapason. Là pour le coup, il n'y a pas d'interaction mécanique avec l'échantillon sanguin, il est protégé dans une zone de la cartouche et il y a un transducteur à ultrasons qui envoie une impulsion ultrasonore qui va faire osciller la goutte de sang et ce sont ces oscillations qui vont permettre de déterminer d'un côté le temps de coagulation et de l'autre côté la rigidité du caillot avec l'idée que plus la fréquence des oscillations augmente et plus c'est le reflet de la rigidité du caillot, plus la rigidité augmente. On va avoir finalement 2 paramètres, le temps de coagulation et la rigidité. En réalité, c'est un poil plus complexe puisque cette cartouche dans laquelle on va clipper le tube contient en réalité 4 canaux et ces 4 canaux contiennent, eux, des réactifs spécifiques pour pouvoir orienter le diagnostic. Si on commence à regarder dans le détail, vous avez en haut à droite le premier canal qui mesure le temps de coagulation après une activation de la voie intrinsèque par du kaolin.
Le deuxième canal, c'est presque pareil. C'est la mesure du temps de coagulation après activation de la voie intrinsèque par le kaolin, mais avec ajout d'héparinase, ce qui fait que quand on va comparer ces deux canaux, en réalité, quand on va faire le ratio des temps de coagulation, on va pouvoir déterminer s'il reste de l'héparine dans l'échantillon ou pas. En bas, le canal numéro 3, cette fois-ci, va mesurer la rigidité du caillot après activation par du facteur tissulaire, là aussi après neutralisation de l'héparine. L'idée, c'est que finalement, la rigidité du caillot, elle va être composée essentiellement de deux éléments, de la contribution des plaquettes d'un côté, de la contribution du fibrinogène de l'autre. Donc on a un paramètre global issu du canal 3 qui est la rigidité. Et ensuite, dans le canal 4, c'est le même test dans lequel on ajoute un inhibiteur plaquettaire, un anti-GP2B3A, qui va donc faire disparaître la part plaquettaire, en tout cas c'est l'idée, pour garder la part qui est liée au fibrinogène. Et on a la contribution du fibrinogène dans la rigidité du caillot. Et vous voyez ensuite, juste là, que la contribution plaquettaire, c'est la soustraction entre la rigidité initiale et la rigidité qui est liée au fibrinogène. Il reste la contribution plaquettaire qui, elle, est calculée. Donc pour faire simple, 2 paramètres calculés, 4 paramètres mesurés directement. On a une bonne idée de la réversion de l'héparine, on a une idée de la concentration du fibrinogène et on a un paramètre dont on va reparler qui est dépendant des plaquettes. Finalement, c'est un des avantages, c'est que dans la mesure où plusieurs de ces canaux contiennent un agent qui neutralise l'héparine, on peut réaliser les mesures alors même qu'on est en CEC avec des fortes concentrations d'héparine. On peut mesurer le temps de coagulation avec héparinase, on peut mesurer la contribution du fibrinogène dans la rigidité et la contribution des plaquettes, ce qui permet d'anticiper d'éventuelles commandes avant même d'être sorti de CEC et d'avoir fait la protamine. Si on prend un exemple, puisque c'est un congrès de transplantation, j'ai pris ce patient de 60 ans, 75 kg, qui avait un projet de transplantation cardiaque. Il avait déjà été opéré, il avait un défibrillateur, un flotteur atrial ablaté qui était resté sous AVK. On va dire peu importe, la transplantation cardiaque se passe bien. La CEC dure 209 minutes, rien d'incroyable. Il reçoit de l'acide tranexamique, de l'héparine de façon très classique, de la protamine calculée selon les doses totales administrées. Et puis, une fois qu'on est sorti de CEC, qu'on a fait la protamine, 10 minutes après, en même temps qu'on envoie un bilan standard au laboratoire, on fait un Cantra. Et finalement, quand on a implanté le Cantra chez nous, et on voit assez bien sur cette photo, il y a un élément qui est extrêmement simple, c'est que visuellement, on regarde les petits curseurs blancs, les petits triangles, et quand ils sont dans la zone verte, eh bien, tout le monde est rassuré et tout le monde soupire de soulagement. C'est un des vrais avantages sur le quotidien, c'est la façon dont on lit les résultats. Et on voit que finalement, à la fin de cette transplantation, le temps de coagulation, celui du milieu à 172, il est dans la zone verte. On considérait qu'il n'y avait pas besoin de rajouter des facteurs de coagulation, que ce soit par des concentrés de complexe protéinique ou du plasma. À l'extrême droite, sur la même ligne, le ratio entre le temps de coagulation et celui avec héparinase, il est normal aussi. Il n'y a pas d'excès d'héparine. On n'a pas besoin de rediscuter, de réadministrer de la protamine. Et puis en dessous, sur la rigidité, là aussi, on a la part plaquettaire et la part du fibrinogène dans la rigidité qui sont satisfaisants, en tout cas qui sont dans des valeurs normales, ce qui permet de discuter après avec le chirurgien que si ça saigne, peut-être on discute en premier d'un saignement chirurgical. C'est un élément rassurant. On récupère chez nous, avec un certain délai, le bilan de sortie, qui nous conforte. On a 122 giga par litre de plaquettes, un TP qui est presque à 50%, un fibrinogène au-dessus de 2 grammes. Et puis surtout, pour la question de l'héparine et de la protamine, une activité anti-DISAC qui est inférieure à 0,15 unités par millilitre. À ce moment-là, on n'a rien fait de plus et on a poursuivi la chirurgie et la fermeture. Donc si on essaye de schématiser un peu ce qui s'est passé là, avec l'arrivée du Cantra, on est passé vraiment d'un appareil de biologie délocalisé qui vous donne une mesure quantitative. Une mesure quantitative, c'est de l'hétérogénéité, de la compréhension, de l'interprétation, du doute, donc à nouveau de la variabilité. Et on est passé vers une lecture dichotomique, vert ou rouge, un peu comme pour la transfusion. Hein, le contrôle prétransfusionnel ultime, il ne faut pas l'interpréter, c'est oui ou non, c'est une lecture directe. Et l'intégration d'une décision thérapeutique, c'est là où on ira au bout des choses, c'est-à-dire que cet appareil n'est plus un appareil de biologie délocalisée, mais une vraie aide à la décision de l'action thérapeutique en intégrant des algorithmes. Et ce qu'on a dit pendant des années, qu'il ne fallait pas interpréter des courbes, qu'on ne traitait pas des courbes, on s'équipe d'outils d'aide à la décision qui sont basés sur des
protocoles prédéfinis, avec des seuils prédéfinis, et il faut pour ça avoir des appareils dont la lecture vous guide vers cette façon de faire. Et donc le Cantra a apporté ça, cette lecture extrêmement simple et directe, intégrant des algorithmes, qui est un vrai outil d'aide à la décision et pas une nouvelle source de variabilité et d'interprétation. Et donc le Cantra l'industriel fournit aussi un algorithme qui a, alors Anne, tu l'as dit, l'intérêt majeur de mesurer la réversion par la protamine, ça c'est sûr, et c'est un vrai plus, qui a aussi, et c'est ce que je vais essayer de détailler un petit peu, l'intérêt de mesurer le fibrinogène, qui est quand même extrêmement important en chirurgie cardiaque, puisque on sait très bien que le jugement clinique, même par d'excellents cliniciens, il est en général mis en défaut sur l'estimation de la plausibilité de la part du fibrinogène dans le saignement, et donc il faut absolument mesurer sur un défaut confirmé biologiquement et pas sur une impression clinique en chirurgie cardiaque. Et donc je vais vous parler d'un cas qui est qui est très très rare, mais qui nous a fait réfléchir sur l'utilisation, encore une fois, du Cantra pour des CEC complexes. Donc c'est un patient afibrinogénémique. Donc il y en a 40 en France. Je vous arrête tout de suite. La probabilité que vous en preniez en charge, elle est quand même assez limitée. C'est des personnes qui n'ont pas de fibrinogène, qui ont des temps de coagulation qui sont très altérés. Et la particularité de ces patients est d'avoir un risque hémorragique et un risque thrombotique. Donc ce monsieur, vous voyez, il a fait, vous voyez parce que c'est peut-être un peu petit, il a fait une embolie pulmonaire bilatérale massive à l'âge de 30 ans, qui a entraîné donc une nécessité de prise en charge dans les suites, pas immédiate, mais en tout cas une prise en charge en chirurgie cardiaque. Puis le temps a passé, il y a eu un certain nombre d'événements, il a été mis sous AVK parce qu'il avait une cardiomyopathie évoluée dont on va reparler. Il a eu des complications hémorragiques et finalement il avait, ce pauvre monsieur, une prophylaxie par concentré de fibrinogène et des antivitamines K. Pourquoi je vous parle de lui? Parce que la question est venue de la transplantation cardiaque. Donc une transplantation cardiaque, évidemment, à haut risque, motivée par la cardiomyopathie qui était elle aussi congénitale, par une hypertension artérielle pulmonaire. Il avait également une cirrhose post-transfusionnelle hépatique et puis un déficit modéré en facteur 7. Vous allez me dire, elle nous parle du mouton à 18 pattes. Néanmoins, ça nous a fait réfléchir et avancer. Et donc, pour résumer, un risque hémorragique, parce qu'il y a la fibrinogénémie, parce qu'il y a la chirurgie à risque, parce que c'était un redux, et un risque thrombotique, encore une fois par la fibrinogénémie, et puis par toute l'intervention. Donc on s'est dit que faire. Et là, on a vu que le Cantra, c'était quand même pas mal pour prédire la concentration de fibrinogène et qu'il y avait peut-être un intérêt à l'ajouter à l'arsenal des tests qu'on allait faire pour cette chirurgie. Vous voyez, ça c'est un papier relativement récent qui a mesuré pour 242 chirurgies majeures cardiaques et vasculaires la relation entre le fibrinogène close et la cartouche Q+, donc le FCS qu'on a vu tout à l'heure. Ça, c'est intéressant. On avait la même chose avec le Rotem, avec le TEC. Donc là, il ne fait pas la différence. Enfin, je veux dire, il est aussi bien que les autres. Dans ce papier, ce que je trouve relativement intéressant, c'est qu'ils sont quand même été jusqu'à évaluer le score de prédiction en fonction des concentrations de fibrinogène. Donc on voit qu'effectivement, on est meilleur pour prédire des concentrations très basses, mais ça reste quand même utilisable, même pour des concentrations autour de 2 grammes. Alors, pour en revenir à notre patient, ce qui comptait pour utiliser le Cantra, c'est d'avoir de la sensibilité au changement. C'est-à-dire, est-ce que finalement, quand on lui apportait du fibrinogène, son Cantra bougeait? Donc, on a fait une première évaluation avant sa chirurgie cardiaque. Il a eu une procédure endovasculaire. Et vous voyez, il était en gros à 0,9 grammes par litre puisqu'il avait sa prophylaxie. Donc, c'était des taux résiduels. Et puis, on passait à 0,6 de FCS. Donc, ça, c'était en base. On lui apporte 1,5 g de fibrinogène. Vous voyez, ça se corrige. Et donc, on était content parce qu'on s'est dit, OK, on peut voir la sensibilité au changement. Et par ailleurs, ça correspond à peu près, si on regarde les ABAC fournis par STAGO, ça correspondait à peu près aux concentrations qui étaient attendues. Donc, on était plutôt content. Petit détail, on s'était aussi posé la question de savoir si on allait pouvoir surveiller la CEC chez un afibrinogénémique avec l'ACT. C'est pour ça qu'on avait mesuré l'ACT de départ et l'ACT après fibrinogène. En fait, il était normal au départ. Et puis vous voyez, ça c'est pendant la CEC, c'était assez bien relié à l'activité anti-DISA. Donc même s'il y avait vraiment un apport de fibrinogène, ça n'a pas changé l'aide fournie par l'ACT. Et si on regarde maintenant ce que vous voyez à gauche, donc les résultats Cantra, à droite les résultats Rotem, en bleu le fibrinogène close et les courbes de couleur orangée
à gauche et jaune, gris, orange à droite pour le Rotem, vous voyez qu'il y a un moment, ça décroche pendant la CEC. Les petits points verts, c'est l'apport de fibrinogène, le rouge, c'est la transfusion. C'est-à-dire qu'à un moment, on a l'impression que ces tests, ils ne suivent pas ce qui s'est passé quand on regarde la concentration, quand on mesure la concentration au laboratoire du fibrinogène. Et ce qu'on fait au laboratoire, c'est mesurer la concentration sans tenir compte de tous ces paramètres-là, c'est-à-dire de la dilution, de la transfusion ou pas, de la durée de la CEC, enfin, de tous ces paramètres qui vont venir jouer sur les tests viscoélastométriques. Donc on a l'impression qu'on n'est pas totalement pertinent en PER-CEC, avec l'impression que le contrat peut-être, mais c'est sur un cas et quand même très particulier, est peut-être un peu plus fidèle. Mais bon, en tout cas, sur la fin de CEC, ça nous renseigne quand même plutôt pas mal. Alors, le fait que ce soit sensible à d'autres choses, ça on le sait depuis longtemps. Hein. L'hématocrite joue sur la fermeté du caillot. Là, c'est en augmentant l'hématocrite, mais quand on diminue en dessous de valeurs très basses, c'est pareil. On a une variation on a une variabilité. Donc, l'hématocrite modifie les paramètres qu'on va mesurer. La dilution modifie. C'est des vieux papiers. Hein, vous voyez, ça a plus de 10 ans. Ça date de nos vieux topos. Et puis, il y avait même eu cette étude qui avait regardé, ils s'étaient vraiment bien cassé les pieds, ils avaient regardé ce que donnait sur les techniques en vert des dosages antigéniques du fibrinogène, en rouge, en Rotem, en bleu au milieu, différentes techniques qui évaluent la concentration de fibrinogène. Ils avaient regardé l'influence de la nature de la dilution. Et vous voyez que c'est pas du tout pareil. Non seulement c'est sensible à la dilution, mais c'est sensible au type de produit que vous apportez. Donc ça, c'est un facteur qu'il va falloir prendre en compte pour la CEC. Ce qui suggère finalement qu'on mesure plus de la fibrinoformation que du fibrinogène. Et qu'on a un bruit de fond autour effectivement de la concentration de fibrinogène. Ce n'est pas seulement le fibrinogène qui joue. Donc ça avait été aussi montré par une équipe quand on apporte du fibrinogène, avant, après. Là, c'était encore de la chirurgie cardiaque. Vous voyez, avant, il y avait une bonne corrélation entre le fibrinogène close, l'équivalent du close, et le fibrinogène mesuré par le Rotem. Et après apport de fibrinogène, c'était beaucoup moins joli. Donc là aussi, c'était de la chirurgie cardiaque. Donc, c'est pas si simple de monitorer ce paramètre avec ces appareils. C'est pas simple. Et finalement, c'est un point qu'on n'avait pas discuté, mais dans le fond, même si on pouvait avoir le close en temps réel, on ne sait pas très bien s'il faudrait adapter notre prise en charge sur le close, sur un dosage pondéral de fibrinogène ou sur des paramètres de fibrinoformation liés à des point of care. C'est ça, sur un zoom que l'on fait sur une des activités du fibrinogène en étant certain que c'est la bonne que c'est sur celle-là qu'il faut zoomer. Donc ça, c'était la discussion sur la contribution du fibrinogène à la rigidité du caillot. Pour avancer sur un autre paramètre, je vous ai proposé un autre cas. C'est une chirurgie Redux d'un homme de 60 kg, 60 ans, qui vient pour un remplacement valvulaire aortique par bioprothèse avec un remplacement de l'aorte ascendante par tube sus-coronaire. On ne partait pas sur une chirurgie très hémorragique au départ. Le temps de CEC de 138 minutes. La température la plus basse, c'est 35 degrés. On récupère 900 ml au sel-saver. Néanmoins, tout à la fin, une fois qu'on a fait la protamine, le chirurgien n'est pas totalement confortable. Ça ne saigne pas massivement, mais on discute un peu du fait que peut-être l'hémostase est difficile. Donc, comme c'est de la chirurgie Redux et qu'il y a ce doute, chez nous, on fait assez rapidement un Cantra, dont je vous montre les résultats. Il apparaît de nouveau les petits curseurs blancs dans les zones vertes et les résultats anormaux ici ne sont pas en rouge mais ils sont en jaune dans le Cantra. Donc c'est hyper simple de lecture et on voit que finalement la contribution plaquettaire à la rigidité du caillot est diminuée par rapport aux valeurs normales qu'on utilise, ce qui chez nous dans notre algorithme conduit à transfuser des plaquettes en cas de saignement. Le bilan de sortie qui arrive un peu plus tardivement montre en effet 75 gigas par litre de plaquettes. Dans l'hémorragie, chez nous, on garde le seuil de 100 gigas par litre. Un fibrinogène à 2,2. On retrouve bien dans les résultats du Cantra aussi que la part liée au fibrinogène de la rigidité du caillot était dans les valeurs normales. Une bonne réversion de l'héparine puisque l'activité anti-DISA est inférieure à 0,15 de la même façon que le ratio est à 1. Et donc, chez nous, on choisit de transfuser des plaquettes à cette étape. Et vous voyez que ce qui est jaune devient blanc. On a bien réussi à corriger le chiffre et le cadran, ce qui reste satisfaisant. En réalité, la question dans tout ça, c'est qu'est-ce que ça représente exactement la contribution plaquettaire ? Parce que c'est bien de traiter des cadrans et des chiffres jaunes pour les rendre blancs, mais ça ne fait pas tout.
Donc la discussion sur la chirurgie cardiaque, c'est de considérer que l'atteinte plaquettaire, elle est double, elle est quantitative et qualitative. Elle est quantitative parce qu'on observe régulièrement des thrombopénies. On a des seuils qui sont assez proches d'un hôpital à l'autre. Et puis, il y a cette affaire de la dysfonction plaquettaire liée à la circulation extracorporelle et en particulier au CEC long. La part de la contribution plaquettaire évaluée par le CANTRA, elle a été étudiée dans ce papier de 2019 où ils ont pris une petite cohorte de patients, 30 patients. Ils ont réalisé des prélèvements juste avant de partir en CEC et après la protamine. Et ils ont fait du CANTRA, des tests standards de laboratoire avec ce qui nous intéresse ici, de la numération plaquettaire, du ROTEM dont je discuterai pas. Et puis ils ont mesuré les fonctions plaquettaires en utilisant un agrégomètre qui est lui aussi un appareil de biologie délocalisé ou délocalisable, le multiplète, en utilisant deux types d'activateurs plaquettaires, d'un côté l'ADP et de l'autre côté le TRAP. Si on s'intéresse au lien entre la contribution plaquettaire du CANTRA et la numération plaquettaire, on observe une corrélation qui est très bonne entre les deux. On va dire que ce qui nous intéresse, si on prend une valeur de CANTRA, disons à 15 ici, les points sont relativement regroupés. Quand la numération plaquettaire, les abscisses est basse, globalement, on observe des valeurs de CANTRA bas. Donc on a l'impression que cette corrélation, elle est très favorable à la prise en charge clinique. Si on s'intéresse cette fois-ci au lien entre la contribution plaquettaire du multiplate et la fonction plaquettaire évaluée, entre la contribution plaquettaire du CANTRA et la fonction plaquettaire évaluée par le multiplate, c'est les deux petites photos. En haut, on a l'ADP, en bas, le TRAP. On voit que la valeur du R a déjà diminué. Et puis surtout, ce qui commence à nous mettre finalement plus inconfortable, si on regarde ici l'ADP et qu'on reprend une contribution plaquettaire du CANTRA à 15, eh bien on peut avoir des valeurs franchement basses pour le multiplate ou à l'inverse, plutôt franchement hautes. C'est pas très discriminant. Et si on regarde le TRAP, finalement, eh bien l'étalement des valeurs, elle est encore plus marquée, ce qui fait que le résultat du CANTRA va être plus difficile à interpréter. On ne sait pas très bien si ça va nous donner une valeur basse ou une valeur haute du multiplate. Les auteurs ont continué leur analyse. Ils se sont intéressés en analyse multivariée aux facteurs qui étaient associés à la valeur de la contribution plaquettaire du CANTRA. Et ils ont retrouvé que les facteurs associés à cette contribution plaquettaire, comme attendu, c'est une part de fonction plaquettaire, c'est l'air sous la courbe à l'ADP, et puis une part de numération plaquettaire. Et ils en ont fait une sorte de graphique, en tout cas c'est la façon dont ils racontent l'histoire dans la discussion de l'article. Ils pensent que la contribution plaquettaire du CANTRA, finalement, elle est déterminée par 15% par de la fonction plaquettaire à l'ADP, pour 25% par de la numération plaquettaire, et il reste 60% qui est considéré comme un élément un peu inconnu de ces contributions plaquettaires, en tout cas dans l'article. Ce qui fait que ça nécessite tout de même d'intégrer un peu un message de prudence. Ce paramètre de contribution plaquettaire que nous, on a mis dans nos algorithmes et dont on est hyper content quand c'est jaune, on le corrige. Il faut bien intégrer que certes, il y a de la fonction plaquettaire, certes, il y a de la numération plaquettaire, mais il y a aussi une partie qu'on ne contrôle pas totalement et qui va nécessiter un peu plus de recherche pour bien comprendre à quoi ça correspond. Pour passer à un paramètre suivant, je vous ai proposé cette patiente de 82 ans, discrètement obèse morbide, qui vient pour une bioprothèse sténosante non fuyante avec un rétrécissement aortique serré. On va donc faire une bioprothèse. La chirurgie se passe de façon très classique. Ce qui m'intéresse ici, c'est la discussion autour de l'héparine et de la protamine. On part d'un ACT à 110 au départ. Elle reçoit une dose totale de 19 000 unités. On est au pic d'ACT juste avant de partir en CEC à 408. On réinjecte 2 fois parce que la chirurgie dure un petit peu. Juste avant de faire la protamine, l'ACT à 368, on fait 170 mg de protamine, ce qui nous ramène à un ACT très proche de l'initial à 116. C'était une chirurgie Redux, on lui fait un CANTRA et on réalise que finalement, la seule valeur jaune, c'est le fibrinogène, mais qui est un peu au-dessus, elle était inflammatoire, ça ne nous pose pas de problème. On se dit parfait. Si on regarde la ligne du haut, eh bien finalement, le ratio des temps de coagulation est normal. On en conclut donc que la dose de protamine qu'on a mis était adaptée à l'héparine. La réversion ne pose pas de souci particulier. Puis une heure après, on récupère la biologie du labo qui nous appelle un tout petit peu inquiet parce que les plaquettes, ça va, le fibrinogène aussi, mais l'activité anti-DISA héparine est à 0,5 unités par millilitre alors que nous, on attendait clairement qu'elles soient inférieures à 0,15. On discute un peu, puis on réalise que cette dame qui avait une fibrillation atriale était traitée par de l'apixaban.
Puis tout de même qu'elle avait une insuffisance rénale avec un débit de filtration glomérulaire à 35 millilitres minute. On l'avait arrêtée selon les propositions du GIHP avec une dernière prise à J-3. Nous, ça nous allait très, très bien. À la VPA, on n'avait pas tiqué particulièrement. Et puis en réalité, en discutant avec le labo, j'ai vérifié ensuite en appelant Sophie Suzanne, et elle m'a dit, ben oui, même une toute petite trace d'apixaban qui n'aurait pas de signification sur le risque hémorragique a la capacité d'allonger de façon importante l'activité anti-DISA héparine du laboratoire. Donc même une trace, la mémoire de l'eau de l'apixaban, peut entraîner cette activité anti-DISA héparine. Donc chez nous, ils ont fait le doacrymov, c'est-à-dire qu'ils ont mis du charbon dans le tube pour récupérer ce qui restait d'apixaban, les doses homéopathiques. Et ils ont refait l'activité anti-DISA. Et cette fois-ci, on avait bien une activité anti-DISA à 0,15, ce qui confirmait ce que disait le Cantra. Donc on en a pas mal discuté. J'ai demandé à Sophie Suzanne ce qu'elle en pensait. Et elle me dit, dans le doute, s'il y a des traces d'AOD, finalement, le Cantra avec l'héparinase, c'est probablement le test le plus fiable dans ces situations-là. Et effectivement, quand on a refait une activité anti-DISA 4 heures plus tard en réanimation, on s'est retrouvé dans la même situation. Et on a refait un Cantra pour pouvoir faire la part des choses entre le rebond héparinique, que la patiente n'avait pas, ou bien toujours l'influence de l'apixaban sur l'activité anti-DISA héparine. Donc, est-ce qu'il faut les utiliser pour réduire le saignement ? Un certain nombre d'études qui sont un peu toutes sur le même format, donc je vais te laisser commenter. Il y a eu effectivement un certain nombre d'études qui posent la question de savoir si, dans le fond, on a corrigé des courbes avec le TEG et le ROTEM. Est-ce qu'aujourd'hui, on corrige des cadrans avec le Cantra ou tout ça, est-ce que ça a une pertinence clinique en réalité ? Donc il y a eu plein d'études, il y a eu plusieurs méta-analyses. Moi, j'avais sélectionné celle-là de 2020, puisqu'elle montrait que d'utiliser les tests de viscoélastométrie, ça permettait de réduire l'exposition à la transfusion de globules rouges. À droite, réduire le saignement post-opératoire, réduire le recours à la transfusion en plasma. Dans cette méta-analyse, ça ne faisait rien sur les plaquettes. Et puis, un énorme avantage en bas à droite, réduire le recours à la chirurgie et au deuxième temps de vérification. Donc c'était un élément extrêmement favorable dans cette méta-analyse. Au détail près, tout de même, que si on regarde un peu plus près, on réalise que ça n'est pas d'utiliser des tests de viscoélastométrie qui permettent de réduire le recours à la transfusion, au saignement et à la reprise chirurgicale. C'est une association avec un algorithme. C'est utiliser des tests de viscoélastométrie qui sont insérés au sein d'algorithmes. Et c'est ça qui est pertinent, avec probablement un rôle majeur de l'algorithme dans cette affaire. Si on prend au hasard l'étude d'Avidan, c'est une jolie démonstration du rôle de l'algorithme avant même le test de viscoélastométrie. Dans cette étude, les auteurs ont pris 3 groupes de patients, des patients qui étaient traités à la discrétion du clinicien, comme ça lui semblait bien, et puis 2 autres groupes qui étaient traités avec des algorithmes. Dans un des algorithmes, il y avait de la biologie standard du laboratoire, on utilisait Sophie Suzanne. Dans l'autre algorithme, on utilisait de la biologie délocalisée. Et c'est effectivement la comparaison entre à la prise en charge selon la discrétion du clinicien versus l'algorithme avec de la biologie standard qui permet de réduire le recours à la transfusion. Donc c'est la démonstration que l'algorithme, ici, permet de réduire le saignement et les besoins transfusionnels. Ça a été hyper joliment évalué en pédiatrie aussi. Il compare 2 groupes, le jugement clinique d'un côté, un algorithme avec de la biologie standard. Dans ce papier, il n'y a pas de point of care. Et l'algorithme avec la biologie standard, là encore, ça permet de réduire le saignement et de réduire la mortalité. Et c'est probablement un des messages hyper importants, c'est que les tests de viscoélastométrie n'ont du sens que si on les insère au sein d'algorithmes qu'on a réfléchis. Qu'on les embarque même dans la machine, ce qui sera le fin du fin. Et puis il y a le gold standard de l'étude, on remonte encore dans le temps, mais c'est la meilleure étude. C'est-à-dire qu'une fois qu'on s'est organisé avec un algorithme, maintenant, est-ce qu'en rajoutant des tests viscoélastométriques à la place des tests de laboratoire, est-ce qu'on ajoute quelque chose ? Et c'est l'étude de Shorley Serson, 99, il n'y a pas eu mieux depuis. Une organisation incroyable de cette étude où il y avait donc des tests au laboratoire, des tests viscoélastométriques, c'était du TEG. Il y avait un anesthésiste qui recevait les résultats et qui communiquait à l'équipe qui était en salle, l'anesthésiste et le chirurgien, qui communiquait la décision, qui faisait le rôle de l'aide à la décision, c'est-à-dire il interprétait en fonction de l'algorithme, et ce qui était donné, c'était go fibrinogène, go plaquette, go plasma. C'est ce qu'on veut en fait avec ces automates. On veut en arriver là. Un algorithme qu'on intègre à la machine, qui donne plus des cadrans, mais qui donne une décision thérapeutique.
Et donc, oui, quand on rajoute le thromboélastogramme dans cette étude, on diminue la transfusion, on diminue le volume transfusionnel et on diminue le nombre de patients transfusés. 99, on n'a pas fait mieux depuis comme étude, c'est la plus robuste. Alors depuis, il y en a d'autres qui sont sorties, dont on a finalement pas mal parlé. C'est celle de Weber et de Carcuti. On en a parlé parce qu'elles étaient plus grosses que celles de Charles Serson. Elles étaient très joliment faites. Les tests de viscoélastométrie étaient insérés au sein d'algorithmes. Néanmoins, il faut, avant de conclure que de nouveau c'est la viscoélastométrie plus l'algorithme qui gagne, réaliser que dans les deux études, il y avait certes des rothèmes, mais il y avait aussi du monitorage des fonctions plaquettaires avec le multiplet d'un côté et avec le platelet work de l'autre. Et donc là encore, c'est pas seulement l'algorithme, c'est pas seulement l'algorithme avec la viscoélastométrie, mais c'est l'algorithme plus la viscoélastométrie plus l'analyse des fonctions plaquettaires avec un des paramètres qu'on discute jamais qui est les seuils qui ont été sélectionnés dans ces différents algorithmes. Parce que pour le coup, probablement d'un hôpital à l'autre, on a des algorithmes avec des appareils dedans, mais si on n'a pas les mêmes seuils, c'est un peu difficile de les comparer. Et depuis, pour aujourd'hui, il n'y a pas de gros papiers qui ont été publiés sur ce point. On attend la publication d'Imotech qui avait été présentée à l'Arcotova en décembre l'année dernière, je m'en souviens bien, qui donnait envie de voir la publication parce que certes, on transfusait davantage de fibrinogènes, mais il y avait moins de patients exposés à la transfusion, un petit peu moins, et puis surtout, il y avait la discussion sur le médico-économique qui est probablement un levier pour tous les hôpitaux qui n'ont pas encore les tests pour pouvoir les acquérir. Et donc, on a une grande impatience pour 2023. Notre dernière diapo, c'était celle-ci, c'est que finalement, il y a toute une discussion sur comment on utilise les tests. Le Cantra, il est hyper facile d'utilisation à cause de ses cadrans, du petit triangle blanc et du vert qui permettent de savoir si on est bien ou pas. Mais clairement, on a essayé de montrer que ça n'a de sens que si on a quand même une petite idée de ce qu'il y a derrière, en particulier pour la contribution plaquettaire. La corrélation sur le fibrinogène avec le fibrinogène du laboratoire, elle est hyper propre. La discussion sur est-ce que j'ai mis assez de protamine pour réverser l'héparine, bien le Cantra, c'est une vraie aide parce que c'est hyper simple. Et Charles Serson a montré qu'en s'intéressant à cette question avec l'héparinase, ça permettait de réduire le recours à la transfusion. Donc il y a plein de points qu'il faut encore explorer quand on met ça dans un algorithme et qu'on définit les seuils. Néanmoins, pour aujourd'hui, et on a repris ces recommandations-là parce que c'est les plus récentes, finalement, il est recommandé d'utiliser des algorithmes et de mettre des appareils de biologie délocalisés à l'intérieur. Comme c'est un symposium Stago, on peut y mettre un Cantra parce que c'est vraiment bien. Mais l'algorithme et les seuils qu'on a déterminés sont des points majeurs en chirurgie cardiaque. Merci.